Maintenant, on peut aborder tout ce que vous voulez comme question. On a encore 20 minutes voilà, pour aborder toutes les questions que vous souhaitez aborder. Je voulais insister aussi sur l'importance du soutien de l'entourage, comme d'ailleurs par rapport aux gays ou aux lesbiennes. Je pense que, autant je suis entièrement d'accord avec toi que c'est une évidence qu'il y ait besoin d'un soutien pour les personnes transgenres, je pense qu'il est important aussi de ne pas oublier l'entourage, si on veut notamment que cet entourage puisse éventuellement être une véritable aide par rapport à la personne qui fait la transition. Je pense que c'est un vrai tsunami dans une famille, quand la personne dit qu'elle ne se sent pas dans son genre, voilà, et que c'est très important aussi de penser à accompagner l'entourage. Alors, effectivement, comme la transidentité aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu encore. Du coup, c'est pas dans la culture, et les parents, ils sont comme les autres. Ils ont peur de la réaction de leurs voisins, de leurs amis, du personnel du lycée ou du collège, ou de la fac. Et en général, les parents, ce qu'ils cherchent, c'est à mettre en protection leurs enfants le plus possible, à leur éviter les ennuis. Donc, leur premier réflexe peut être de dire oh, non, tu fais pas, non, tu te comportes comme tout le monde, tu ne vas surtout pas exprimer ton genre. Non. Donc, de réprimer, on va dire, l'expression de genre de leur enfant pour les protéger. C'est dans cet esprit-là. Donc, effectivement, il y a besoin de les accompagner pour dire mais c'est pas une catastrophe d'être transgenre. Enfin, j'espère que je le montre aujourd'hui. On peut très bien vivre en tant que transgenre, avoir un boulot, voilà, des responsabilités. Moi, je travaille à la direction des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la direction Orange. Ça se passe très bien. Voilà, mes voisins, ça se passe très bien. Je ne dis pas que c'est rose partout. J'ai un frère qui ne parle plus. Voilà, c'est pas forcément toujours idéal, mais on peut très bien vivre. Voilà, et c'est l'un des messages à passer aux parents. Vous affolez pas, c'est pas une tare. Et en expliquant aux gens, en général, les gens, quand on leur parle avec franchise, on leur explique les choses avec franchise, ça se passe bien, quoi. Ils peuvent ne pas comprendre, parce que comprendre c'est difficile, on ne dit pas. Donc, tu te sens quoi comme ça? Tu ne te sens pas un garçon? Pourquoi? Ouais, mais non, regardez-moi à l'intérieur. Je vous rappelle comment j'ai initié cette conférence. On se voit de l'intérieur, on ne se voit pas à travers, enfin, malheureusement, pour certains, ils se voient au travers du regard des autres. Mais si on veut vraiment se voir, il faut se regarder sans regarder le regard des autres. Comment nous, on se voit. C'est ça l'important. Et pour les parents, c'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'en discutant avec les autres, on peut leur faire entendre que le ressenti de cette personne n'est pas ce qu'ils voient. Et en général, c'est accepté. Bon, ok, je comprends pas, mais soit. Et quand notre relation sociale est normale, et qu'on se comporte normalement, il n'y a pas de raison qu'on ait un comportement anormal vis-à-vis des autres. Ok, c'est bizarre, parce que moi je le voyais comme ça. Enfin, moi j'ai des voisins qui ont dit t'es un mec, vrai, quoi, macho. J'étais super content d'être ton ami. Voilà, ça fait bizarre. Enfin, tu dis t'es une femme, je comprends pas. Il est où le truc là? C'est une farce, il y a une caméra cachée. Voilà, et puis après, quand au fil des semaines, des mois, ils voient que tu te comportes normalement, que tu vis normalement, comme tout le monde. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux en fait. Moi, ça change pas ma vie. Ça change pas ma vie. D'accord, je change un peu mon comportement avec toi, parce que du coup, t'es une femme, donc. Malheureusement, dans la société, on a encore pas mal de relations genrées. On ne se comporte pas tout à fait pareil dans la vie avec un homme et une femme. Bon, c'est comme ça. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. On a encore des comportements genrés. Je ne sais pas comment dire autrement. Quel est l'impact de ces comportements genrés que vous avez pu ressentir? Alors, j'ai deux exemples, enfin même trois dans le domaine professionnel, mais non, surtout deux, parce que l'autre, c'est pas tout à fait ça en fait, c'est un autre registre.
Dans le domaine professionnel, donc moi j'ai utilisé Mobilise Nous pour m'accompagner dans la transition. Et donc on a proposé des conférences aux salariés des 2 sites sur lesquels je travaillais. Donc je travaillais sur Lyon et sur Paris. Donc on a proposé ces conférences pour que les gens puissent poser toutes les questions, je dis à la con à chaque fois, parce qu'il y en a plein des questions à la con autour de la transidentité, et qu'après on laisse vivre. Et il se trouve qu'il y a très peu de personnes qui sont venues à la conférence déjà, très peu par rapport, on va dire, à 10%, dans les 2 cas, sur Lyon et sur Paris. Et il y a 2 personnes sur Lyon, là où j'étais basé, on va dire, qui m'ont surprise par leur comportement. Donc la première, c'était un garçon, un homme, qui n'a pas voulu au début m'appeler de mon prénom Claire, et il avait des difficultés de relation avec moi. Donc je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là il m'a dit bah écoute, moi j'appréciais beaucoup l'homme que tu étais. On a eu des relations très proches entre guillemets, c'est-à-dire que je t'ai dit des choses que je ne dis qu'à un homme. Et du coup je suis pas à l'aise parce que je dis jamais ce genre de choses à une femme. Et d'autre part, j'appréciais énormément l'homme que tu étais, donc j'ai du mal à basculer sur ton prénom féminin. Et là, je lui dis, ben écoute, moi, si tu continues d'utiliser mon prénom masculin, ça me fait mal. Donc, si tu tiens à moi, si tu es mon ami, utilise mon prénom féminin. Donc là, il m'a dit, ok, je vais essayer, mais pour l'instant, je vais juste te dire bonjour le matin, je vais te dire bonjour mon prénom masculin. Et maintenant, quand je le croise, c'est bonjour Claire. Mais il lui a fallu un temps, en fait, pour passer de l'image qu'il avait de moi avant à l'image qu'il a de moi maintenant. Donc on va dire que là, ça s'est plutôt bien passé. Et l'autre cas, c'est une femme. Il se trouve que moi, j'étais en situation de séparation, elle aussi. Parce qu'on plantait un peu le décor. J'avais été son manager, on se connaissait très bien, on se faisait la bise le matin. Et dès que j'ai fait ma transition, il lui était impossible de me regarder, de me parler. Impossible. Dès que je passais dans le faisceau de son regard, elle baissait les yeux ou elle regardait ailleurs, et quand j'essayais d'aller lui parler, un mur, aucune réponse. Donc là, j'ai tenté de lui envoyer des mails, et puis au bout d'un certain temps, j'ai eu une réponse. Et là, elle m'a dit, écoute, toi, tu as mis beaucoup d'années avant de comprendre que tu étais une personne transgenre, que tu étais une femme. Ça a été long pour t'assumer, de comprendre que pour d'autres personnes, ce travail-là peut être long aussi. Donc, mon interprétation, parce que quand je la croise, c'est encore difficile pour elle, le regard est toujours fuyant, je pense qu'elle était attachée à moi dans une relation genrée aussi. Je ne sais pas si elle projetait des choses, vu notre situation à tous les deux, on était en séparation tous les deux, j'en sais rien, parce que je n'avais pas d'explication, mais peut-être qu'elle projetait des choses sur moi, et que du coup, tout s'est effondré. Et que c'est trop dur à supporter pour elle, en fait, voilà. Donc ce sont des suppositions, encore une fois, j'en sais rien, puisqu'on n'arrive pas à se parler. Mais voilà, ça peut arriver. Ça illustre le fait qu'on puisse avoir des relations genrées sans s'en rendre compte, en fait, entre deux personnes. Voilà. Vous avez évoqué la transition au niveau de l'emploi, mais au niveau relationnel, au niveau familial, ça ne doit pas être évident quand on découvre, qu'on assume la transidentité tardivement. Tardivement, pas tardivement, je ne sais pas si c'est... Après la puberté, après l'adolescence. Je ne sais pas si ça change grand-chose en fait, mais en tout cas, je ne connais pas une personne qui n'est pas énormément stressée au moment de faire ses coming out. La plupart du temps, je ne dis pas à chaque fois, parce qu'il faut encore une fois pas généraliser, mais la plupart du temps on se dit c'est bon, on va faire tous nos proches, ils vont nous tourner le dos. Comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on explique de manière franche qu'est-ce qu'on ressent, et que finalement pour nous il n'y a pas d'autre issue que d'assumer ce qu'on ressent, et bien ça se passe plutôt bien si les gens nous aiment.
il y a une deuxième condition, c'est est-ce qu'ils vont accepter le regard des autres, parce qu'on évoquait le tsunami tout à l'heure. C'est vrai. C'est un vrai tsunami. Là encore, la personne transgenre pense qu'elle est la seule concernée par ce qui se passe. Mais non. Parce que le regard des autres et les paroles des autres, tous ceux qui sont autour, ils le prennent aussi en pleine face. Et donc, il faut l'assumer aussi. Donc finalement, il n'y a pas que la personne transgenre qui va assumer qui elle est, mais tous ses proches aussi. Et ça peut être extrêmement compliqué. Pour les personnes pour qui le regard des autres est très important, et qui se construisent avec ça, ça va être quasi insurmontable. Moi, je pense que pour mon frère, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter le regard des autres par rapport à moi. Et pour les enfants? Et les enfants, ben, c'est un peu pareil. Donc là, après, tout dépend de l'âge des enfants. Moi, quand j'ai fait ma transition, on commençait déjà à être un peu grande, mais donc l'aînée était majeure, mais la petite, non, pas encore, elle était ado. Et ça a été plus compliqué pour elle. Bah, déjà, elle a pris un premier tsunami aussi, c'était la séparation de mon ex-femme. Déjà. Plus tard, on a fait des débriefs un petit peu. Elles m'ont dit, on vivait dans la famille, voilà, tout était merveilleux, il n'y avait pas de problème, puis tout d'un coup, tout s'écroule. Séparation, tout s'écroule. Et là, dessus, je rajoute ma transition. Voilà. Une question un peu personnelle, mais c'est pas votre transition, dans votre cas, qui a fait que vous êtes séparés de votre femme? Non. Non. C'est l'expression de ma femme, c'est l'attitude qui fait déborder le vase. Ça veut dire que le vase était déjà bien rempli. Si je demande, c'est que j'ai une situation un peu similaire. Non, après, ça peut être clairement incompatible, parce que moi, mon ex-femme me dit je suis pas lesbienne, je ne peux pas envisager d'avoir une relation avec une femme. C'est impossible. C'est un blocage. Net. Donc, de toute façon, même si on n'avait pas l'accumulation d'autres facteurs qui fait qu'on allait à la séparation, ça aurait été impossible. Voilà, donc ça peut être un couple qui va très très bien, et puis effectivement le fait d'avancer la transition, tout explose. C'est compliqué, hein. Les attirances, c'est comme le reste, hein. C'est pas un choix. On se sent bien dans le fait d'être attiré par le même sexe, on va dire ça comme ça, hein, même si il y a les intersexes, ils existent, je répète, ils existent, et on peut très bien être attiré par une personne intersexe. Il n'y a aucun problème avec ça. Il se trouve quand même qu'on a une appétence ou pas pour le corps masculin, féminin ou intersexe, on ne se demande pas. Donc s'il se trouve qu'il n'y a pas d'attirance pour le corps féminin, pour son ex-femme, le corps masculin dans le sens inverse, ça ne passera pas. Quoi. Donc, on ne peut rien à ça. Effectivement, ça peut faire exploser un couple. Et c'est souvent d'ailleurs une vraie question pour les personnes transgenres au moment de décider de s'assumer, c'est je prends le risque de faire capoter en fait mon couple. C'est loin d'être simple comme choix. Parce qu'encore une fois, le choix c'est pas d'être transgenre ou pas, c'est est-ce que je m'assume. Il est là le choix. Donc à un moment donné, ça peut être impossible de continuer à faire semblant d'être qui on n'est pas. Le poids est tellement lourd que moi à la fin je pouvais plus être habillé en homme, c'était impossible. Je revenais du boulot, j'avais qu'une envie, c'est de tout jeter par terre et de me rhabiller comme ça. C'était plus possible, c'était une pression énorme. Donc là je crois qu'il n'y a pas d'option, c'est on dit je ne peux plus vivre comme ça et il faut que il me semble qu'il y avait une question au fond aussi. On parle d'un travail d'acceptation de la personne, en fait, que ce soit homosexuel, lesbienne, trans, il y a un travail d'acceptation pour la famille, en fait. Et derrière le travail d'acceptation pour la famille, il y a souvent un travail de deuil. Parce que c'est. Mais ça, on ne dit pas. Et c'est en fait, pour la famille, c'est un travail de deuil de tous les idéaux qu'on a mis envers la personne, envers notre proche. Effectivement, parce que on fait tous des projections, en fait, les parents aussi, sur
sur ses enfants, sur les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, enfin tout le monde. Et le fait de faire les transitions, ça casse cette projection. Donc oui, ça peut être vécu comme un deuil, d'une certaine manière. Il faut relativiser aussi, c'est-à-dire que moi, mes filles, elles ont toujours leur père. Et c'est super important qu'elles aient toujours leur père. Donc elles ne font pas le deuil du papa, elles font le deuil de l'apparence masculine du papa. D'une certaine image. Voilà, donc de l'image du papa. C'est pas un deuil. Sachant que c'est pas simple parce que pour moi au début il était hors de question qu'elle m'appelle papa. Et il a fallu discuter avec mes filles et que je me rende compte qu'en fait c'était leur façon à elles d'exprimer leur amour aussi pour celui qui leur avait donné la vie, enfin co-donné la vie, que je pouvais pas casser ça en fait. Ça faisait partie de ma vie. Une partie de ma vie a été dans le rôle masculin et je peux pas le nier, je peux pas le gommer, c'est comme ça. J'ai vécu une partie de ma vie du côté masculin. Donc je suis une femme, oui, mais je suis leur père. Donc le deuil, il n'est pas si catégorique que ça. Sur certains aspects, oui, sur d'autres, non. Et vu les parents, on reste leur enfant. Peu importe que ce soit garçon ou fille. Même si c'est pas évident, encore une fois, là, je vous redonne un petit peu d'éléments sur ce qui s'est passé dans ma famille. Et par rapport au tsunami, c'est encore une illustration, hein, parce que il y a la présidente du jardin d'été qui souvent donne une image de la transition en disant vous voyez une mare d'eau toute lisse, il ne se passe rien, pas de vent, c'est un miroir. Et puis le caillou qui tombe, c'est la transition de la personne. Voilà, on passe du côté au-dessus, du côté en-dessous. Mais le caillou qui passe du côté au-dessous, il fait des vagues. Ces vagues atteignent le premier cercle de proches, le deuxième cercle de proches, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et touche tout le monde en fait. Et ça, c'est un élément que les personnes transgenres oublient quasi systématiquement. Ils se disent bon, je vais faire ma transition, donc je me prépare. Non, tu ne prépares pas que toi, tu prépares tout le monde autour. Jusqu'au domaine professionnel, amical, sportif, tous les gens qui ont une interaction avec toi, en fait, il faut que tu les prépares d'une manière ou d'une autre. Ce qui est plus compliqué, c'est de préparer les gens qu'on croise dans la rue. Alors, si des conférences comme ça va être contribué. Mais on ne peut pas faire une préparation personnalisée dans ce cas-là. Donc, pour en revenir aux proches, certes, mes parents, ils n'ont pas changé, ils ont toujours leur enfant. Mais bon, c'est plus leur garçon, c'est leur fille. Et quand on n'a pas fait de préparation, la première fois qu'on a rencontré les voisins, qu'on a rencontré la famille, qu'est-ce qu'on dit? Si on n'a pas préparé, ben, on ne sait pas quoi dire. Donc moi j'ai vécu très mal la chose la première fois qu'on a croisé une voisine, parce que mes parents se sont adressés à la voisine, ils ont échangé, ils ont fait comme si je n'existais pas. Forcément j'ai très mal pris la chose, mais eux ils étaient très mal aussi parce qu'ils ne savaient pas quoi dire en fait. Donc on a débriefé après, et là ma mère m'a dit qu'est-ce que j'allais faire si je te présentais comme ma fille? Alors j'ai toujours dit que j'ai eu 3 garçons. Je veux dire, elle est folle. Si je disais que tu étais une amie, mais c'est pas vrai, tu n'es pas une amie, c'est ma fille. Donc en fait, elle ne s'est pas préparée à cette situation. Et comment on allait aborder la chose avec la voisine en disant bon, ben, mon garçon, voilà, il est transgenre, maintenant il s'assume, et donc il se présente comme ça, sous cet aspect féminin. Enfin voilà, à voir quel vocabulaire avec lequel on est à l'aise dans cette situation, mais en tout cas, si on ne s'est pas préparé, forcément, ça se passe mal. Forcément. Voilà. Donc, pas forcément un deuil, mais en tout cas, comment je vais gérer le fait que mon enfant, mon frère, moi, se présente différemment, ou ma fille, ma soeur, se présente différemment. Oui. Quelque chose, c'est une réflexion. En fait, on s'attend que les changements viennent à l'extérieur de nous. On attend que les choses ça se fasse. On attend qu'il y a toujours quelqu'un qui les fasse à la place. Et on oublie qu'on est tous responsables. Et par notre attitude, notre mode de voir, d'agir, on cause beaucoup de problèmes, même des drames. Je pense à la violence. On connaît qu'il y a quelqu'un qui est maltraité, mais on ne dénonce pas parce qu'on a peur de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas observateur, on est responsable. Et ça, il faudrait qu'il change. Donc, puis que ça change,
Il faut que nous devons changer. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Et un autre élément personnel que je voudrais évoquer avec vous, c'est que quand j'ai décidé de faire ma transition, je voulais informer les gens de pourquoi je faisais ça, quoi. C'était pas une lutte de ma part, c'était pas je expliquer pourquoi. Donc, il y a des gens à qui je pouvais en parler face à face, et puis d'autres, c'était pas forcément facile de parler face à face, pour des questions de proximité, de fréquence de rencontre. Enfin, voilà. Et donc j'avais préparé un petit texte. Il se trouve que dans ma transition professionnelle, ma DRH avait dit dans l'entité dans laquelle j'étais, on va faire une information officielle hiérarchique en physique. Donc tous les gens seront informés en physique. Mais elle n'avait pas précisé comment j'allais gérer les personnes que je connaissais qui étaient en dehors de mon service. Et j'en connaissais pas mal. Et j'ai pris l'initiative d'envoyer ce fameux texte à tous les gens que je connaissais. Une belle liste. Forcément, il y a quelqu'un qui a fait un retour à ma DRH. Je me suis pris un savon en fer. J'étais en pleurs. À ce moment-là, j'étais en train de travailler chez moi. J'étais en pleurs, je suis vers mon voisin. Et je me suis vengé pendant plus d'une heure chez mon voisin parce que mes filles allaient revenir le soir et je ne voulais pas qu'elles me voient comme ça parce que ça aurait été un très très mauvais signe par rapport à la transition. Si c'était pour être heureuse et pas pour être dans ces situations-là. Mais pourquoi? En fait, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais t'es folle. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Imagine l'impact sur certaines personnes. Tu sais pas leur environnement, tu sais pas ce qu'elles ont vécu. Peut-être que dans leur environnement, il y avait une personne transgenre qui s'est suicidée. Et tu vas réveiller ça. Envoyer un texte comme ça à des personnes sans pouvoir vérifier que ça va bien, c'est inconscient. Voilà. Et ça, j'en avais pas conscience. Moi, ça m'a mis par terre parce que c'était pas mon ambition, c'était pas de mettre les personnes en danger, c'était de les préparer au fait qu'on allait peut-être se croiser prochainement et que vous allez avoir une surprise, forcément. Donc c'est complexe, effectivement. On ne sait pas ce qu'ont vécu les autres. Donc il faut faire attention aux autres aussi. C'est pour ça que je dis qu'effectivement on est acteurs de tout ça, mais on n'est pas que nous acteurs, il y a nos proches qui sont acteurs aussi. Sous réserve, je les assure, comme je dis, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'assumer, selon qu'on est plus ou moins dépendant du regard des autres. Ça, c'est un facteur extrêmement important. Sans qu'il y ait autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, ça m'a échappé. Peut-être que ça me reviendra, même si on est au planning, on est un peu short. Il est 20h. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions importantes. Merci beaucoup de ta présentation. J'ai une question par rapport au rôle de psychiatre, ou si tu pouvais juste un petit peu par rapport aux sujets, aux thèmes qui sont touchés, qui sont essentiels. Quand quelqu'un décide de faire la transition et qui doit être touché, je ne sais pas, par rapport à la procédure, ou les rapports, ou j'en sais rien, mais, et tu mentionnais aussi s'il y a des affections, des difficultés sentimentales, comme on est aujourd'hui, on se trouve où, est-ce qu'il y a besoin d'un accord de quelqu'un, ou comment ça se passe? C'est beaucoup de questions, mais voilà. Alors, le rôle du psychiatre, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure. En fait, il va être de s'assurer qu'il n'y a pas erreur sur le diagnostic et qu'en fait, on ne cherche pas une solution mauvaise au problème que rencontre la personne. Donc, j'évoquais tout à l'heure le cas d'une personne qui est homosexuelle, par exemple, et qui veut se remettre dans une situation hétéro parce que c'est ça qui va me sauver, en fait. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc, ce qu'il cherche, c'est ça, c'est est-ce que c'est bien une transition qui est la réponse aux difficultés de vie qu'on rencontre ou pas? Parce que si c'est pas ça, ça va être pire. Imaginez quelqu'un qui, en fait, qui est une femme, qui est lesbienne, qui se fait opérer, qui devient un homme, et en fait, elle ne va pas se sentir bien du tout en femme. Donc il y a de grandes chances que ça se finisse par un suicide. Donc le rôle du psychiatre, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc de faire réfléchir la personne à c'est quoi son problème? C'est quoi son problème en fait? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à gérer dans sa situation actuelle? Si c'est le fait d'être lesbienne, il faut traiter ça. Si c'est effectivement transgenre, tant mieux, c'est le bon diagnostic.
Donc, premier rôle du psychiatre, c'est de détecter les erreurs de diagnostic. Ensuite, est-ce qu'il faut l'accord? Pour les opérations, malheureusement, ouais. Aujourd'hui, aucun chirurgien ne prend le risque d'opérer quelqu'un s'il n'y a pas eu ce diagnostic. Et vis-à-vis de ce que je viens d'expliquer, on peut comprendre. Parce que le chirurgien peut être accusé après d'avoir fait un acte qui a mis en danger la personne. Donc c'est pas non plus idiot comme démarche de la part du chirurgien de dire tant qu'un psychiatre n'a pas dit qu'effectivement vous êtes transidentitaire. Bon, après il y a des pays où c'est un peu plus léger, on va dire, pour pouvoir être opéré, c'est un peu moins scrupuleux. Après sur la THS, j'ai entendu la THS, aujourd'hui encore, je pense qu'il n'y a pas d'endocrinologues qui vont prendre le risque, en tout cas peu, je ne dis pas assez peu, hein, il y en a quelques-uns qui le font, mais toujours pour la même raison, parce que voilà, dans mon cas, une fois qu'on a les seins, après on fait quoi, on fait une ablation si on s'est trompé. Donc, il ne faut pas se tromper non plus sur le diagnostic. Est-ce que vraiment je vais me sentir mieux avec une paire de seins? Ou pas? Si ce n'est pas le cas, ce sera dramatique. Voilà. Donc, ça se comprend aussi, même pour un endocrinologue. Alors, effectivement, pour une personne transgenre, c'est rageant. Voilà, ils sont chiants, je ne suis pas malade. Oui, tu n'es pas malade. Mais il serait quand même bien d'être sûr que tu t'es pas trompé dans le diagnostic. Même si toi, tu penses que c'est ta solution, peut-être que par du questionnement avec d'autres personnes, l'effet miroir, est-ce que j'ai interprété correctement les signaux? Est-ce que je me suis posé ces questions-là? Donc le rôle du psychiatre, c'est ça. C'est d'aider à faire un diagnostic sûr. Enfin, je vais être sûr à 100%, mais en tout cas, le plus probable possible. Et c'est possible avec des soucis de santé mentale, donc... parce que c'est la première fois que quand j'entends comme ça, et je trouve logique que ce sont deux choses différentes. Il y a même des cas en fait où des problèmes dits psychiatriques sont résolus après transition. Parce qu'en fait, la pression intérieure qui est faite de ne pas pouvoir exprimer son genre amène à des problèmes psychiatriques. Il y a des gens qu'on a catalogués autistes, une fois la transition faite, ils se mettent à parler à tout le monde comme si de rien n'était, ils ont plus de problèmes relationnels. Donc, ça peut rester, ces problèmes-là, ou pas. Alors, en tout cas, ça n'a pas de lien avec la transidentité, en tout cas pas de lien direct évident avec la transidentité. Donc pourquoi interdire à une personne de faire une transition si effectivement elle se sent de l'autre genre? Parce qu'elle a un problème psychiatrique. Je suis tout à fait d'accord. Je viens de Roumanie, je suis née là, et puis j'ai rencontré des gens qui sont restés comme ça, mi-chemin, en transition, mais jamais avoir eu l'accord de psychiatre, justement parce qu'ils souffraient d'autres problématiques, et c'était horrible. C'est pour ça que je demande comment ça se passe aujourd'hui ici. Dans les structures officielles de la SOFEC que j'ai évoquées tout à l'heure, ils sont quand même assez proches de système psychiatrique que je ne valide pas. Ils sont encore assez proches de ça. Donc c'est plutôt les parcours libres où on y arrive. Mais même si à Lyon, ils ont aménagé ça un petit peu, la plupart des autres structures sont encore assez bien ancrées là-dessus. Malheureusement. Et comme c'est un domaine qui est très peu étudié, hein, je suis invité de temps en temps à des thèses de médecins, donc, qui passent leur thèse avant d'être validés médecins. On s'aperçoit qu'il y a très peu d'études sur les transgenres, très peu. Bon, le fait qu'on n'ait pas de chiffres, c'est un reflet de ça, hein, entre autres. Hein. Donc en fait, on ne maîtrise pas le sujet du tout, même pour les traitements hormonaux. Souvent, c'est une discussion avec l'endocrinologue, il dit certains on lui donne ça, moi vous m'avez pas donné ça, qu'est-ce qu'on fait? L'endocrinologue dit bon, on teste, puis selon vos ressentis, vos analyses, on verra bien si on garde ou si on ne garde pas. Ça prouve qu'on est quand même encore dans l'expérimentation. On n'a pas encore un retour suffisant. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, l'étude longitudinale, je crois, dans les termes techniques médicaux. Il n'y en a pas sur les transgenres. Donc en fait, dans la durée, on n'a pas étudié les transgenres. Comment psychiatriquement ça évolue, comment physiquement ça évolue, comment l'intégration dans la société évolue, on n'a pas de données.
D'autant plus que beaucoup de personnes transgenres, une fois que la transition est faite, disparaissent, se revendiquent pas transgenres et vivent leur genre normalement. C'est tout à fait légitime, hein, je n'ai rien contre ça, mais du coup, elles sont invisibles, vues des autres. Donc comment on peut avoir un capteur de comment ça se passe dans leur vie? C'est la meilleure transition. Non, moi je trouve qu'elle est très bien ma transition, pourtant je suis visible. Les personnes dans l'étude, on suit, mais après on n'a plus de nouvelles parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de retourner. On n'en sait rien. C'est quelque part qu'ils sont peut-être bien là-dedans et donc du coup ils n'ont plus besoin de se justifier comme trans si vraiment ils vivent. Ah oui, moi je me justifie pas comme trans, hein, c'est pas la question. Mais comme ils ne sont pas suivis, en fait on ne sait pas si ça se passe bien. Je veux le dire plutôt comme ça, moi. Voilà. Mais effectivement, pour bon nombre de personnes transidentitaires, leur vie se passe bien. Ça se passe bien, et heureusement. Comme je dis tout à l'heure, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire finalement. On se vit, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel, sauf le fait que pour l'instant, c'est pas connu, donc l'exception vient de là. À partir du moment où l'information sera bien passée partout, et qu'on saura qu'il y a des personnes qui sont intersexes, qu'il y a des personnes qui sont transgenres, ben, soit, comme il y a des blancs et des noirs, des jaunes, des gauchers, des êtres humains. Voilà, on est tous des êtres humains, on a nos particularités, et puis voilà, c'est tout, quoi. Laissons vivre tout le monde tel qu'il est, et ça se passera bien, dans le respect bien sûr des autres. Hein. Il ne s'agit pas de laisser les meurtriers. Voilà, hein, c'est autre chose. Hein. Mais nous, on ne gêne personne, hein, comme je disais tout à l'heure. Le fait que je sois transgenre, en quoi ça gêne la vie des autres? L'introduction que vous avez faite par rapport à la perception que l'on a de l'extérieur, un peu la même perception qu'une personne non-voyante va avoir sur les gens qui l'entourent. Effectivement, mais en fait les sens sont multiples, parce que même en étant non-voyant, on va toucher une personne transgenre, on va bien voir que... Non mais je veux dire que la personne non-voyante va aussi percevoir une personne en face d'elle de manière totalement différente. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est sûr. Dernière question. La rencontre est possible, qu'elle ne se ferait pas forcément visuellement, justement, pour les personnes. Disons qu'il n'y aura pas forcément le même impact. Par contre, il me semble que dans l'ascenseur, vous avez dit monsieur, parce que ma voix est plus masculine. Effectivement, donc ça peut être aussi trompeur d'un autre côté. Je pense que les sens, ils sont ce qu'ils sont, et ils peuvent nous tromper. C'est vraiment ce que je voulais aussi vous dire par rapport à mon petit texte d'introduction. Méfions-nous de nos sens et de nos biais d'analyse des personnes. En fait, on peut prendre n'importe quelle naissance, finalement on peut se tromper, et autant demander à la personne, mais tu te définis comment? Et la personne vous répondra. Je préfère nettement quelqu'un qui dit je dois t'appeler monsieur ou madame, dis-moi, plutôt que de quelqu'un qui prend l'adoption en disant bonjour monsieur. Alors là, ça gratte un petit peu dans le dos, quoi. Voilà. Donc soyons simples et naturels. Bon, on ne sait pas, ben on demande, plutôt que de prendre une option qui va meurtrir la personne, lui faire mal. Rien de plus simple finalement que de demander. C'est pas une question, ça. Un clin d'œil peut-être vers une prochaine conférence. Il y a, tout à l'heure, tu as listé toute une série d'humains qui ont des problèmes de discrimination et tout ça. Il y en a une qu'on commence à peine à découvrir, qui pourtant existe. C'est qu'on appelle probablement improprement encore les asexués. Il y a les hommes ou les femmes pour qui le sexe n'a aucun intérêt et qui se heurtent en permanence à une incompréhension que je partage, peut-être, je ne comprends pas, et j'ai envie de comprendre si c'est compréhensible, j'en sais rien. Enfin, ils existent, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont le droit d'exister, et c'est pas facile tous les jours, et dans les familles non plus pour eux, parce que on a parlé des projections des familles, quelqu'un qui ne rayonne aucun avenir par rapport à ces projections des familles, c'est souvent encore plus mal accepté qu'un gay ou une lesbienne. Effectivement, l'asexué fait partie
on va dire des critères. Il y a 25 critères, je crois, de discrimination aujourd'hui en France identifiés, dont les deux qu'on évoque, par rapport aux attirances sexuelles. La sexualité fait partie de celle-là, en fait. Et identité de genre, donc il y en a 3 autres. Donc il y a plein de raisons, pas de raisons, mais de cas où on peut discriminer, justement, il n'y a aucune raison, mais on peut discriminer les gens plein de choses. Voilà, donc effectivement, il y aurait de quoi faire plein de conférences, en fait, sur plein de sujets différents. Mais on voit bien les points communs dans tout ça. L'autre n'est pas moi et je ne supporte pas ces différences, en fait. En fait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces différences? Pourquoi ça change ta vie, ces différences? Eh bien, on va dire que c'est une jolie conclusion. Et on va remercier beaucoup Claire pour son intervention et l'éclairage.